Bonjour à tous. Je pense qu'on va pouvoir commencer. Ce matin, je vous propose de parler de la recherche de souveraineté, en particulier pour les startups tech, avec une question volontairement un peu provocatrice. Est-ce que c'est une quête qui est raisonnable pour l'écosystème tech européen? Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet très rapidement, donc moi je suis directeur d'investissement chez 115K. 115K, c'est le fonds VC de la Banque Postale. On investit sur tous les sujets qui tournent autour des services financiers et ça intègre aussi les sujets de cybersécurité. Donc dans des startups européennes, aujourd'hui majoritairement en France, avec un prisme, on couvre à peu près 100% du marché français sur les startups cyber françaises. On a deux startups cyber en portefeuille actuellement, donc qui sont Seclab et Gizo.ai. Et plus spécifiquement sur les sujets d'IA, on a publié un playbook sur l'intégration de l'IA dans les startups. Voilà, donc n'hésitez pas à télécharger. C'est une sorte de proposition, de démarche pour intégrer l'IA efficacement dans ces startups. Alors pour commencer, ce que je vous propose, c'est un petit état des lieux de l'écosystème tech européen. Si on regarde la progression des levées de fonds ces dernières années, donc uniquement sur les startups software, ça n'intègre pas tout ce qui est industriel, etc. On voit qu'on a eu un pic en 2021 avec l'euphorie de 2021, beaucoup de levées, des montants très élevés. Et puis ensuite, une chute progressive des montants avec une stabilisation en 2025, avec un petit biais statistique en 2025 parce que les montants sont poussés par Mistral AI, qui a levé 1,7 milliard. Et parallèlement, on voit que le nombre de deals diminue. Donc la lecture qu'on peut avoir de ça, c'est que les fonds de venture capital sont de plus en plus sélectifs et concentrent leurs efforts sur quelques startups qui sont les startups les plus prometteuses. Ce que ça induit aussi, c'est que les startups les plus jeunes ont probablement de plus en plus de mal à lever. Nous, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Donc toutes les levées de moins de 3 millions d'euros sont difficiles. Et puis toutes les grosses levées, donc si on exclut Mistral AI, donc toutes les levées de plus de 50 millions sont compliquées aussi. Donc là où ça devient intéressant, c'est que si on regarde les M&A, en revanche, on a des montants qui ne font que diminuer depuis 2021, mais à des nombres de deals qui ne font qu'augmenter et qui augmentent très significativement. Donc la lecture, elle est assez simple, c'est qu'il y a de plus en plus de deals, mais des montants de plus en plus faibles. Autrement dit, il y a beaucoup de ventes à la casse. Et donc là, en fait, ça synthétise tout l'état de l'écosystème tech d'une manière générale avant de faire un focus sur la cyber. C'est-à-dire qu'on a grosso modo des exits qui sont bloqués, des M&A qui sont bloqués, et donc pas de liquidité. Donc tous les fonds qui ont investi en 2021 au pic, lorsqu'ils ont investi, ils avaient une espérance de sortie en 2025. Maintenant, autant vous dire qu'ils sont un peu scotchés à leur portefeuille, en majorité. Comment ça s'explique? Ça s'explique par plein de facteurs. Évidemment, il y a tout le contexte macroéconomique des dernières années. Il y a aussi des réalités très structurelles. L'une des causes, c'est aussi qu'on n'a pas de gros industriels en Europe, très peu de gros industriels capables de faire des acquisitions très significatives de plusieurs centaines de millions d'euros. Et puis on a un marché d'IPO, donc d'entrée en bourse, qui est complètement bloqué. Ça, c'est connu, c'est documenté, mais disons qu'on en voit les conséquences plus particulièrement aujourd'hui. Si on fait un petit focus sur l'écosystème cyber, les deux champions européens, donc quand je parle d'Europe, c'est pas l'Union européenne, donc ça intègre la Suisse et les UK. Donc les deux champions, c'est la France et les Royaumes-Unis, avec la France qui a même doublé les Royaumes-Unis en 2024 en termes de montant de levée de fonds. Donc la France est un acteur aujourd'hui incontournable pour l'écosystème cyber en termes de production de start-up. 36% des scale-up européennes sont françaises. Et la France représente à peu près 40% du mapping des startups européennes. Si on continue, si on regarde à présent de nouveau du point de vue des levées de fonds et du nombre de deals, on retrouve les mêmes caractéristiques que sur le reste de la tech. Un pic en 2021-2022, et puis un écrasement, un tassement les années suivantes, et avec un rebond en 2025 qui est très caractérisé. Sur le S1, on a une augmentation très forte du nombre des montants investis, mais un nombre de deals qui est plutôt qui n'explose pas autant. Donc encore une fois, on a des investissements qui sont fléchés vraiment sur les boîtes les plus prometteuses. Et donc on est vraiment sur la gaussienne, quoi. Tout ce qui est en dessous ou trop au-dessus est écarté. Est écarté et les boîtes ont du mal à lever. Donc si on parle un peu de souveraineté, une fois qu'on a fait ces premiers constats, on a
un premier rapport à la réalité, qui est que si on prend un échantillon de 66 startups parmi les 194 scale-up européennes, qui sont identifiées comme des startups importantes pour la souveraineté européenne. Quand on regarde un peu leur capital ou leur equity story, on a parmi ces startups 11 qui ont des investisseurs qui sont non européens au capital, pardon, et 6 qui ont été rachetés par des acteurs non européens. Donc on a presque un quart de l'échantillon, je le rappelle, hein, qui vraiment, donc c'est des startups qui sont sur des domaines définis comme importants pour notre souveraineté, pour la souveraineté européenne. On a déjà juste un quart de l'échantillon qui déjà est soit complètement parti hors d'Europe, ou soit déjà a son capital des acteurs non européens. Et si on continue un peu sur les hard facts, on a un problème réel de capitaux en Europe, je l'ai exprimé, mais quand on regarde les chiffres, on voit un peu l'ampleur du problème. Donc là, en vert, on a les montants des capitaux aux États-Unis qui sont investis dans les startups, et puis en bleu foncé, on a l'Europe. On avait un funding gap qui était estimé à un peu moins de 2 milliards en 2022, qui ne fait qu'augmenter depuis. Mais si vous regardez, même 2 milliards en plus en 2022, ça ne change pas beaucoup la donne, quoi. Les capitaux ne sont pas chez nous, ils ne sont pas en Europe. La conséquence, elle est très directe. Si je suis une start-up prometteuse, je ne trouve pas de capitaux suffisants en Europe, je suis obligé d'aller chercher des capitaux ailleurs, et principalement aux États-Unis. Et puis ensuite, les opportunités d'exit en Europe, c'est même symptôme que pour l'écosystème d'une manière générale. Peu d'industriels, donc c'est encore plus vrai pour la cyber, on a peu d'industriels qui sont capables de faire des très grosses acquisitions. Hein, si on veut essayer de les compter juste en France, les noms qui ressortent, c'est Thales, Safran, etc. Donc on est très vite limité. Et donc ça crée un blocage directement sur les exits parce que il n'y a pas de sortie. Les sorties sont compliquées dans un marché aussi qui ne produit pas d'IPO, qui ne favorise pas les entrées en bourse. De manière très concrète, ça on l'a très bien vu avec Mistral AI, dont le capital est aujourd'hui très peu européen. Ils sont allés chercher les capitaux où il y en avait. Du coup, la conséquence directe de ça, c'est nous on voit beaucoup de startups dont l'argument principal de vente, c'est de dire nous on est souverain. On est une startup souveraine et du coup investissez chez nous et chers clients, achetez nos solutions. Mais ça, si c'est le seul raisonnement que vous avez si vous êtes dirigeant de start-up, vous allez quand même être rapidement dans une impasse, pour les raisons qu'on a définies. C'est-à-dire que si l'histoire se passe bien, vous allez avoir besoin de capitaux, et en fait, vous serez probablement obligé d'aller chercher des capitaux en dehors d'Europe, donc vous vous contredirez. Et puis, vous aurez du mal à trouver des investisseurs sur un prisme uniquement souverain, la raison étant qu'il n'y a pas d'exit uniquement en Europe. Et que les investisseurs ont besoin de pouvoir récupérer la liquidité et d'exiter. Alors une fois qu'on fait ce constat, il y a quand même quelques réponses un peu macro à ces enjeux. Plusieurs initiatives européennes, notamment pour combler le funding gap. Donc il y a des programmes d'investissement qui sont mis en œuvre de plusieurs milliards. On a aussi des mesures plus réglementaires pour faciliter l'accès au marché européen. Donc, vous connaissez tous Nice 2. Il y a le 28e régime qui va être mis en place et qui avance. Là, Ursula von der Leyen vient de faire des annonces en sa faveur et qui a pour projet d'unifier juridiquement les règles européennes pour faciliter l'expansion, ce qui est le principal problème en fait de nos startups et scale-up, hein, c'est cette capacité à s'exporter hors du marché domestique. Et puis, si on veut avoir un peu une wishlist, on pourrait espérer un jour avoir l'équivalent d'un Small Business Act, comme c'est le cas aux US, c'est-à-dire avec vraiment des budgets qui doivent, des quotas de budget qui doivent être alloués aux startups innovantes, aux entreprises innovantes. Et puis, il y a d'autres réponses aussi qui sont vraiment plutôt dans la main des dirigeants. La première, c'est de sortir du mindset d'expert technique, qui est un biais qu'on retrouve beaucoup dans la cybersécurité. C'est-à-dire, moi j'ai la meilleure solution qui permet de protéger les entreprises, etc. Le problème, en fait, c'est qu'il faut vendre. Et c'est ce qu'arrivent à faire les Américains. Ils n'ont pas toujours les meilleures solutions.
mais par contre, ils ont des forces de vente, des forces commerciales et des stratégies commerciales très agressives, même pour les startups, et qui leur permettent de grossir très rapidement. Et puis la seconde aussi, c'est de penser international très vite, et ça c'est le cas, si on prend un autre exemple, c'est le cas des startups israéliennes, hein, qui ont une taille de marché tellement petite qu'elles sont obligées de partir très très vite. Alors après, elles ont des avantages aussi, hein, qui leur permettent de partir plus vite. Mais en tout cas, c'est un défaut qu'on retrouve dans l'écosystème français et en particulier dans la cyber aussi, où le marché domestique de toute façon est assez limité. Et il faut réfléchir très rapidement, le plus vite possible, à une expansion qui n'est pas forcément européenne, parce que le marché le plus véloce, c'est pas le marché européen, c'est plutôt les marchés du Moyen-Orient ou les États-Unis. Et voilà. Voilà, si vous avez des questions. Peut-être en conclusion plus générale, on a quand même un momentum un peu spécifique avec les dernières annonces du président Trump sur le Groenland, etc., qui favorisent effectivement quand même la recherche de solutions souveraines. Mais encore une fois, si c'est le seul argument de vente, l'impasse arrivera assez rapidement. Le momentum permet aujourd'hui d'avoir des grandes entreprises qui se posent plus la question d'aller chercher des technologies qui réduisent leur dépendance vis-à-vis notamment des États-Unis, mais aussi des autres pays. Donc ça crée une opportunité de marché pour aller voir ces acteurs-là. Que ce soit votre seul argument de vente, voilà, c'est voué à une impasse à court ou moyen terme. Est-ce qu'il y a des questions ou des réactions ? La question c'était est-ce qu'il y a beaucoup de startups sous LBO ? Le LBO, c'est pas adapté aux startups parce que pour faire du LBO, il faut de l'EBITDA positif, il faut être rentable. Et c'est un peu la problématique aussi, c'est une manière de grossir, si on sort un peu du track purement M&A, enfin acquisition industrielle ou boursier, c'est effectivement de faire du LBO, mais pour ça, il faut être très rentable. Et donc, il faut une vélocité commerciale et des perspectives de croissance qui soient importantes. Il faut pouvoir promettre quand même 20-25% de croissance annuelle. Et donc, on retrouve un peu le fondement du problème. Il faut vraiment le fondement du problème. On a des problèmes de capitaux en Europe, c'est certain, mais la base de la base, en fait, c'est d'avoir cette capacité à vendre et à afficher de la croissance. Et pour faire ça, il faut se structurer commercialement, il faut sortir d'un prisme purement technique et il faut s'internationaliser rapidement. Nous, c'est vraiment la recommandation qu'on peut faire de par les startups qu'on voit au jour le jour. Les marchés domestiques le marché domestique français est restreint et le marché européen est difficile d'accès. Okay. Est-ce qu'en tant que start-up cyber française, il y a un bon moment pour partir à l'étranger ? La réponse, à mon avis, c'est qu'il faut essayer de le faire le plus tôt possible. Là où justement l'approche française, c'est généralement d'essayer de valider un go-to-market sur le marché domestique. Mais le marché domestique n'est pas véloce, en fait. On a un marché français qui met du temps avec des cycles très longs. Il y a des marchés qui sont plus véloces et qui ont des cycles beaucoup plus réduits. Sur certains secteurs, ça peut être un tiers de moins. C'est-à-dire qu'on peut avoir des cycles de 18 mois en France qui seront de 6 mois au Moyen-Orient. Ça dépend évidemment des secteurs. Mais parce que dans certains pays, il y a une maturité aussi qui est plus forte par rapport aux enjeux cyber. Et donc ma recommandation, qui n'est pas une recommandation habituelle, parce que souvent on se brûle un peu les ailes en essayant de partir très vite à l'international, c'est quand même, en tout cas à minima, d'avoir ce mindset-là dès l'origine, de chercher, de réfléchir global, quoi, de penser international. C'est un mindset que d'une manière générale, on a du mal à avoir en France, mais c'est la condition de succès. Très bien. Je pense que s'il n'y a pas d'autres questions, on est à la fin du temps accordé. Merci à tous.